Au menu de Parlons-en sur France 24, on va parler de la lutte contre le cancer et des avancées dans ce domaine avec le docteur Jean-Emmanuel Bibaud, médecin et chercheur en cancérologie à l'hôpital européen Georges Pompidou, auteur également de Cancer confidentiel aux éditions Équateur. Et puis face à lui, la professeure Alexandra Leary, oncologue, spécialiste des cancers gynécologiques, chef adjointe du département de médecine oncologique à Gustave Roussy. On se retrouve tout de suite. C'était la semaine dernière, la 61e édition du congrès de l'ASCO. C'est tenu à Chicago, aux États-Unis. L'ASCO, ASCO, c'est l'acronyme de l'American Society of Clinical Oncology. Ça dit rien moins que du plus grand congrès international de cancérologie. Un rendez-vous incontournable pour des milliers de spécialistes venus discuter des dernières avancées en matière de lutte contre les cancers. On va en parler donc avec nos invités. Alexandra Leary, justement, vous y étiez, vous, à Chicago. Vous êtes revenu avec quel sentiment? La lutte avance? Il y a de vraies avancées? Alors, oui, la lutte avance. Toujours des progrès qui, au début, parlaient de mois, de maintenant, on parle même d'années. Et chacun de ces progrès est une pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on voit, c'est la diversité des stratégies pour attaquer le cancer. Avant, on traitait tous les cancers pareil, la chimio, la chirurgie. Aujourd'hui, on a tellement de stratégies qui permet vraiment de faire des avancées significatives, que ce soit les immunothérapies, que ce soit les anticorps immunoconjugués, que ce soit des T-cell engagers. Je suis désolée, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais vraiment, chacune de ces stratégies qu'on essaie au maximum d'assortir au bon patient, à la bonne patiente, pour vraiment améliorer la survie. Et petit à petit, à même apporter ces nouvelles stratégies, pas que dans la maladie métastatique, mais aujourd'hui même de l'apporter dans le traitement curatif au moment de la chirurgie, de la radiothérapie, pour vraiment améliorer la survie. Alors, on va rappeler que chaque année, 20 millions de nouvelles personnes sont touchées par un cancer à travers le monde. 9,7 millions meurent d'une de ces maladies. C'est une maladie qui est en progression. Est-ce qu'il y a, Jean-Emmanuel Bibaud, plus de cas, ou est-ce que les méthodes de détection sont plus efficaces? On est dans une situation un peu paradoxale parce que il est indéniable qu'il y a plus de cas. C'est pas simplement expliqué par le meilleur dépistage, on va dire. Il y a eu pas mal d'études qui ont cherché à justement déterminer ça, et en fait, il y a une véritable augmentation de la prévalence dans le monde entier. Alors certes, on le guérit beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus qu'avant, mais en parallèle, on a aussi beaucoup plus de cas. Donc c'est une situation compliquée. Et là où c'est encore plus compliqué, il y a eu quelques études parues en début d'année, notamment sur le fait que ça touchait de plus en plus les jeunes, y compris des jeunes qui, a priori, n'ont pas de facteurs de risque vraiment parfaitement identifiés. Vous savez que les facteurs de risque classiques, on va dire que c'est le tabagisme avant tout, le manque d'activité physique, l'obésité, le surpoids, par exemple l'alcoolisme, etc., etc., les aliments très ultra-processed, comme on dit en anglais. Et en fait, il y a de plus en plus de jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est moins de 50 ans en général, dans les cohortes, qui développent des maladies alors qu'ils font très très attention à tout. Donc il y a un questionnement épidémiologique là, sur les facteurs de risque qui pourraient expliquer ça actuellement. Alors, ça grimpe, le nombre de cas grimpe, mais est-ce qu'on est tous égaux devant les cancers? Je dis bien les cancers. Alors, on n'est pas tous entièrement égaux. Au-delà des facteurs de risque environnementaux ou de vie, il y a aussi des prédispositions génétiques. Et là, malheureusement, c'est pas de la faute des patients, c'est juste qu'ils ont hérité d'un gène qui les prédispose à certains cancers, comme les cancers du sein, le cancer de l'ovaire, le cancer du pancréas, de la prostate, etc. Il y a aussi certains digestifs. Et là, effectivement, on n'est pas tous égaux, parce que ça, ce sont des personnes qui ont un risque accru par rapport au reste de la population. Et est-ce qu'il y a des régions dans le monde où on constate qu'il y a plus de cancers, ou est-ce que tous les pays sont à niveau égal? Alors, tous les pays ne sont pas à niveau égal, on peut en reparler de nouveau, mais il y a certaines régions, par exemple, qui ont été exposées à des polluants.
Je pense un exemple emblématique, c'est le chlordécone dans les dom-toms pour le cancer de la prostate. Mais après, au-delà, on va dire, de l'exposition à un facteur de risque, il y a aussi effectivement les clusters, enfin les regroupements plutôt ethniques ou génétiques, si vous voulez. Et là, effectivement, on a aussi des régions où il y a, par exemple, plus de cancer du sein, etc. etc. Donc oui, non, on n'est pas tous égaux, mais on peut rappeler quand même au passage que lorsqu'on a identifié un facteur de risque génétique dans une famille, et ben là, on peut effectivement dépister, voire parfois traiter avant que le cancer n'arrive. Et donc, c'est très, très important d'avoir ce message-là. Si vous êtes dans une famille où il y a effectivement ce genre d'anomalie génétique qui a été constatée, et communiquer, essayer de voir si on peut prévenir les choses plutôt que d'attendre. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Angelina Jolie, qui a préféré une ablation des seins pour éviter de développer un cancer. Alors, on va parler des avancées dont on a parlé à ce congrès de Chicago, mais je voudrais juste savoir si un jour on peut imaginer avoir une sorte de vaccin universel contre le cancer, contre les cancers. Alexandra Léry. Alors, un vaccin universel, probablement pas. Par contre, est-ce que nous commençons à avoir des vaccins pour le prévenir? Je pense que tout le monde est au courant quand même au moins d'un vaccin qui marche extrêmement bien pour prévenir les cancers qui sont en lien avec un virus qui s'appelle l'HPV. Et ce vaccin permet d'éliminer l'infection, et en éliminant l'infection, on élimine le risque de développer certains cancers, comme les cancers du col de l'utérus, de la tête et du cou. Et ça, c'est vraiment des cancers, grâce à des vaccins comme celui-là, le cancer du col de l'utérus devrait vraiment disparaître. Donc ça, c'est aussi extrêmement important que les gens prennent bien conscience de cette mesure préventive, et j'encourage tout le monde à faire vacciner leurs enfants contre l'HPV. Oui, ça c'est un message très important. On va dire dans la médecine occidentale, on n'est pas très très bon pour la prévention. Là, on a quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, il y a l'HPV par exemple, mais on peut aussi penser par exemple au vaccin pour l'hépatite B, pour le cancer notamment du foie, qui est plus rare mais qui est quand même important. Et donc, moi, mon avis, c'est que dès qu'on a un moyen de prévenir une maladie, évidemment qu'il faut utiliser. Et donc, le vaccin préventif est une arme très importante. Et pour revenir sur votre question, on développe aussi des vaccins pour le coup qui sont dits curatifs contre le cancer. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un morceau de la tumeur d'un patient, on va le séquencer et ensuite on va créer un vaccin personnalisé pour ce type de maladie-là, pour un patient en particulier. Donc ça, c'est des produits... C'est vraiment du sur-mesure alors. C'est du sur-mesure, mais pour l'instant, c'est vraiment, et ça il faut bien qu'on l'entende, du domaine de la recherche clinique. C'est pas rentré dans la routine de tous les jours, donc on peut pas aller demander à son médecin d'avoir son vaccin contre son cancer, mais possiblement dans les années qui viennent, peut-être moins de 5 ans, on va avoir ce genre de choses-là qui vont se généraliser, j'espère. Alors, on a beaucoup parlé à Chicago de l'immunothérapie. Alors, très concrètement, pour le profane que je suis, en quoi ça consiste précisément? Donc, l'immunothérapie, en fait, ça consiste avant tout, entre guillemets, à, si on schématise, libérer le propre système immunitaire du patient. Quand on a une maladie cancéreuse, souvent, ces maladies, en fait, inhibent, par certains mécanismes moléculaires, le système immunitaire normal du patient. Et donc, maintenant, on a des médicaments qui vont aller cibler cette inhibition pour la lever, et donc le système immunitaire va pouvoir être libéré, entre guillemets. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a beaucoup de programmes d'immunothérapie. Il y a 2 maladies, on va dire, il y en a beaucoup, mais 2 maladies emblématiques, le cancer du poumon et le mélanome, qui ont été révolutionnés par l'immunothérapie. Et là, mélanome, c'est les cancers de la peau. Voilà, certains types de cancers de la peau, effectivement, qui sont liés à une exposition solaire, par exemple, excessive. Alexandra Léry, l'immunothérapie, c'est vraiment très porteur d'espoir. Ça l'est, et de plus en plus, effectivement, le mélanome et le poumon a été la preuve de concept. Et aujourd'hui, on commence à comprendre les autres cancers qui pourraient être particulièrement sensibles aux immunothérapies. Souvent, ce sont des cancers qui, comme les mélanomes et les poumons, sont ce qu'on appelle hypermutés. C'est-à-dire que ce sont des cancers où les cellules sont très différentes du tissu normal. Raison pour laquelle c'est plus facile de réveiller le système immunitaire qui va les reconnaître, ces cancers, comme très différents de soi. Et donc le combattre voilà. Lui-même tout seul. Et donc, on a aujourd'hui d'autres cancers qu'on comprend sont aussi très différents du soi, notamment les cancers du côlon, ou du cancer de l'endomètre, qui sont ce qu'on appelle MSI, et où les immunothérapies ont une efficacité, même en stade métastatique, où on arrive à avoir des réponses complètes maintenues, même en arrêtant l'immunothérapie. Et on commence à avoir un petit espoir qu'on pourrait même guérir
certaines de ces maladies, même au stade métastatique. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, justement, c'est que là, pour le coup, contrairement au vaccin anti-cancer, là, c'est de la routine clinique, l'immunothérapie, c'est du tous les jours, du normal. Typiquement pour le côlon, donc on l'a évoqué, certains patients qui ont des déficits du système de réparation de l'ADN vont particulièrement répondre à ces immunothérapies. Et donc des patients qu'on avait besoin avant, par exemple, d'irradier avec de la radiothérapie, ensuite d'opérer, de faire de la chimiothérapie, et ben aujourd'hui, ils sont guéris vraiment presque à 100% par de l'immunothérapie lorsqu'ils ont cette anomalie-là. Vous parlez vraiment de guérison, pas simplement de rémission. Ouais, guérison, c'est vraiment notamment à New York, il y a eu une publication du MSKCC, qui est un centre de lutte contre le cancer, qui a montré une série de patients, qui est encore une série un peu petite, donc on va avoir la confirmation sur de plus grandes cohortes, mais avec des résultats de quasiment 99% de guérison uniquement avec de l'immunothérapie. Quelles sont les autres innovations qui vous ont marqué? Alors là, je m'adresse à vous, Alexandra Léry, puisque vous y étiez à Chicago. Est-ce qu'il y a des pistes que vous trouvez plus intéressantes que d'autres? Alors, je dirais qu'il y a deux stratégies qui sont assez nouvelles et probablement assez efficaces pour certains cancers. Il y en a deux. La première, c'est quand même, le cancer reste sensible à la chimiothérapie, mais parfois la chimiothérapie est très toxique pour le patient ou la patiente, et donc difficile à délivrer contre la cellule cancéreuse. Et donc aujourd'hui, on développe des médicaments qui sont une chimiothérapie attachée à un anticorps, et cet anticorps va aller reconnaître quelque chose qui est unique à la surface de la cellule tumorale. Ça s'appelle les anticorps immunoconjugués. Et c'est une façon de délivrer de matière très ciblée, un cytotoxique très puissant qui va aller tuer la cellule tumorale de manière très spécifique. C'est un peu comme un cheval de Troie. Et ça marche très bien pour certains cancers. Et aujourd'hui, on essaye de mieux comprendre quelles sont les cibles sur les cellules tumorales. Et l'autre stratégie, qui est plutôt du type d'une immunothérapie, qui dit qu'il faut qu'on essaye de rapprocher les cellules du système immunitaire, soit ce sont nos globules blancs, nos lymphocytes, de la cellule tumorale pour qu'elle l'attaque. Et pour ça, on a des anticorps qui, sur un bras, vont aller se coller aux lymphocytes, et sur l'autre bras, vont aller se coller sur la cellule tumorale. Vous jouez le rôle de go-between. Exactement. Et ça aussi, c'est une nouvelle approche, on va dire, qui commence à démontrer des résultats très intéressants dans certaines tumeurs solides, notamment cette année à l'ASCO, dans des carcinomes à petites cellules, c'est assez rare, mais très agressif. Et donc là aussi, une nouvelle stratégie, à mon avis, qui est assez prometteuse. Alors, bien entendu, et là je vais me tourner vers vous, Jean-Emmanuel Bibaud, puisque vous travaillez beaucoup à l'implication de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la maladie. De quelle façon, aujourd'hui, est-ce que l'informatique, la technologie va jouer un rôle dans cette lutte que nous livrons contre les cancers? Je réutilise le pluriel. Alors, on ne le sait pas très souvent, mais en fait, l'IA, pour le coup, ça, c'est aussi de la routine clinique totale. C'est-à-dire que si vous allez à l'hôpital, parce que malheureusement, vous avez un cancer, et que vous avez besoin de radiothérapie, typiquement, dans à peu près un centre sur deux en France, vous allez avoir de l'IA qui va être utilisée pour préparer la radiothérapie. Alors, on a vu certaines images à l'écran tout à l'heure, notamment sur une étape qu'on appelle le contourage automatique. Simplement pour expliquer en quelques secondes, quand on a besoin de faire de la radiothérapie, on passe un scanner et ensuite on va déterminer sur ordinateur toute l'anatomie du patient normal et puis l'endroit qu'on va viser avec les rayons. Et donc cette étape-là, ça s'appelle le contourage, ça prend beaucoup de temps quand on le fait manuellement, ça peut prendre 3 heures, 4 heures selon la complexité du cas. Maintenant, c'est fait avec de l'IA et ça prend 2 à 3 minutes. Donc ça veut dire qu'on va avoir des préparations de traitement beaucoup plus courtes qu'avant. Donc ça, c'est de la routine clinique, complètement. Après, l'IA peut être utilisée aussi pour faire des choses qui sont pour le moment, je le répète, de l'ordre de la recherche clinique, qui ne sont pas disponibles en routine. La principale application, c'est pour notamment travailler sur ce qu'on appelle la personnalisation des soins. Vous savez que ça fait quasiment 20 ans, moi quand j'ai commencé mes études de médecine, qu'on parle de médecine personnalisée. C'est quoi? C'est le fait de faire des traitements qui sont spécifiques d'une maladie ou d'une autre, ou d'un patient ou d'un autre, pour limiter les effets secondaires et être plus efficace. Cette promesse-là, elle est donc depuis 20 ans, mais elle a du mal à mûrir, sauf dans certains cas, je pense au cancer du poumon par exemple, EGFR muté, où on a une cible très précise et on la cible. Et en fait, l'IA, ça va nous permettre, dans les années qui viennent, de justement parfaitement cibler, c'est-à-dire profiler le patient et pouvoir prédire à l'avance
quel patient va répondre à tel ou tel traitement ou ne va pas répondre. Et donc, potentiellement, mieux choisir les traitements, mieux adapter les choses. Et d'ailleurs, c'est un exemple qu'on vient de voir là, à l'ASCO à Chicago. Pour le cancer de la prostate, on a eu une communication assez importante sur un algorithme d'IA américain qui permet de prédire à l'avance si vous avez besoin ou pas de faire certains types de traitements. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, c'est surtout ce genre d'algorithmes-là qui vont être intéressants pour les médecins et pour les patients. Alors, Alexandra Léry, je vous ai vu hocher, opiner du chef. Vous utilisez, vous, l'intelligence artificielle à Gustave Roussy? Alors, à Gustave Roussy, on l'utilise dans le contexte de radiothérapie. En termes de recherche, il y a beaucoup d'analyses sur des scanners d'imagerie pour mieux déterminer si basé sur les images analysées, si ce patient ou cette patiente va répondre à certains traitements comme l'immunothérapie ou autre. Ça, c'est plutôt encore aujourd'hui dans le domaine de la recherche. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour analyser la tumeur elle-même. Vraiment au niveau très simple. Quand on a une tumeur, on la fixe, on fait une lame très fine et normalement l'anapathe la regarde au microscope. Aujourd'hui, on essaie de développer des techniques pour que l'intelligence artificielle puisse regarder comme un anapathe peut regarder, mais peut-être encore mieux en apprenant sur des milliers de lames pour arriver à des diagnostics plus précis et potentiellement à prédire des réponses à des traitements. Ça, par contre, ça reste encore aujourd'hui plutôt dans le domaine de la recherche, mais ça se rapproche, on va dire, de la routine. Alors, vu le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, on peut quand même se poser la question, est-ce que demain, je pourrais prendre mon téléphone portable et puis lui demander, est-ce que je suis un patient, enfin potentiellement menacé par un cancer, Jean-Manuel Bibeau? Alors, on a déjà des algorithmes, d'ailleurs, qu'on a développés au laboratoire très récemment, qui permettent, par exemple, de prédire 5 ans à l'avance votre risque de développer un cancer du poumon, si vous êtes fumeur, par exemple. Donc, le problème de ces algorithmes-là, c'est qu'ils sont complexes à valider. Quand je dis valider, ça veut dire vérifier qu'ils ne racontent pas n'importe quoi. Pour le vérifier, normalement, il faudrait faire une prédiction et puis regarder 5 ans plus tard si la prédiction était juste ou pas. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être développées. Une fois de plus, c'est pas de l'usage clinique classique, mais ça va arriver. Autre chose qui est très intéressant, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines dans un grand journal américain, c'est une application et un algorithme qui s'appelle Face Age, qui qui explique de façon très rigoureuse qu'en prenant une simple photo du visage, on peut déterminer votre âge biologique. Alors ça, c'est une notion relativement subjective, mais surtout, si malheureusement vous avez atteint un cancer, on peut réussir, grâce aux caractéristiques de votre visage, à voir si vous êtes à risque de décéder ou pas. Rien qu'avec les caractéristiques du visage. Exactement, et ça a été vraiment validé pour le coup sur plusieurs milliers de patients. Et donc, avec une simple photo, on pourrait profiler ça. Alors ça pose pas mal de questions, parce que tout ce qui touche au profilage, notamment à la reconnaissance faciale, il y a des problématiques éthiques qui se posent évidemment, notamment et surtout quand on est dans un contexte de quelqu'un qui est malade. Donc je ne dis pas que c'est formidable forcément, je dis qu'il y a sans doute une réflexion à mener sur les applications exactes qu'on peut faire de ce genre d'algorithme-là. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a plein de choses qui arrivent, et donc il faut qu'on les réfléchisse en termes de stratégie thérapeutique et aussi éthique pour s'en servir à bon escient. Alexandra Léry, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça vous fait peur, ça vous effraie, ou au contraire, vous vous dites que ça peut être un bon outil? Non, je pense que c'est un bon outil. Il va falloir qu'on apprenne à l'utiliser, surtout pour les gens qui ne sont pas spécialistes en intelligence artificielle, parce que comme tout outil, il a des défauts et des qualités, donc il faut bien apprendre à l'utiliser, mais il est clair que ça va faciliter, ça va faire accélérer les choses. On a beaucoup de choses qu'on fait qui sont très chronophages, et l'intelligence artificielle devrait nous aider à préciser, à parfois débroussailler, et il va falloir juste qu'on arrive à bien les valider pour être sûr, comme mon collègue le dit, que parfois ils ne racontent pas n'importe quoi. C'est comme tout, il faut valider un test de manière prospective. Alors, l'Office européen des brevets enregistre une hausse de plus de 70% des inventions qui touchent à la lutte contre le cancer. Et ça, c'est juste sur la période 2015-2021. Qu'est-ce qui explique ce dynamisme dans la recherche? En fait, c'est avant tout, je pense, une meilleure compréhension de la biologie du cancer, puisqu'on comprend mieux comment le cancer fait pour exister. Vous savez qu'il y a pas mal d'accumulation de mécanismes qui vont faire qu'une cellule va échapper, on va dire, au contrôle normal d'un corps, et puis qui va acquérir la capacité à se multiplier de façon quasi infinie. Et donc ça, c'était très compliqué, je le raconte dans le livre d'ailleurs. Il y a à peu près un siècle, évidemment, qu'on n'avait pas ces notions-là, et même bien avant encore, on avait des notions quasi ésotériques de ce type de maladie-là. Et donc le fait qu'on ait de la bonne science quand même
et qui commence à nous donner les clés de la compréhension de ça, et ben, quand on comprend un phénomène, on peut évidemment créer des traitements pour adresser certaines de ces anomalies. Et donc ça me permet de rappeler l'importance de la science, l'importance de former les jeunes à la science, qui s'y intéressent, qui y prennent goût, et que l'on est pour l'avenir, pas seulement en IA, mais en biologie aussi, qui est la base de tout, en cancérologie, pour continuer à avoir cette innovation-là, parce que l'innovation, on a l'impression qu'elle est souvent faite pour des facteurs ou des raisons économiques, mais là, l'innovation en oncologie, elle sauve littéralement des vies, que ce soit au niveau du dépistage, de la prévention ou des traitements eux-mêmes. Il n'y a pas de crise de vocation dans la recherche, dans la lutte contre le cancer? En tout cas, c'est vraiment pas une impression que j'ai. À nouveau, parce qu'on comprend mieux les cancers, les cliniciens qui s'occupent de patients atteints d'un cancer sont beaucoup plus curieux et beaucoup plus d'entre nous, on fait de la recherche en parallèle. On fait vraiment ce qu'on appelle, à nouveau en anglais, from patient to bench, bench to bedside. Et ça veut dire qu'on apprend quelque chose, on remarque des choses chez les patients, on va dans le laboratoire peut-être tester des hypothèses, mieux comprendre si un traitement marche sur une tumeur qui a cette caractéristique, pour ensuite revenir vers les patients et faire des essais cliniques qui sont, on va dire, informés. Et à nouveau, tout ça, c'est parce qu'on ne traite plus tous les cancers de la même façon, mais au maximum, on essaie de traiter non pas comme ce cancer, mais comme le cancer de ce patient ou de cette patiente. Et c'est le potentiel qu'on a de pouvoir faire ça qui, évidemment, nous passionne. Alors, je me suis posé la question quand j'ai trouvé ce chiffre de l'Office européen des brevets, donc plus de 70% des inventions qui touchent à la lutte contre le cancer. Je me suis demandé si le temps de la recherche n'avait pas réduit. Parce que à une époque, pour développer un médicament, pour développer un traitement, il fallait de nombreuses années de recherche. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette réduction du temps de la recherche? Alors, on peut commencer en disant que le temps de la recherche est quand même long. Oui, toujours. Ça, c'est clair, il faut le savoir. D'ailleurs, j'ai souvent des patients qui me disent « mais ça, je comprends pas, il n'y a pas de progrès sur ma maladie ». Mais en fait, si, mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça peut être frustrant. Ça, c'est clair et net. Ce qu'on peut dire, ceci dit, c'est que il y a certains outils, et là on en revient à l'IA, ouais. Pas que de ça, mais je parle aussi de ça, le fait que l'IA puisse par exemple très sensiblement réduire le temps nécessaire par exemple pour mener des essais. Vous savez que quand on veut faire une validation d'un médicament ou d'un processus, on va prendre une cohorte de patients qui a le traitement standard, et puis on va prendre une deuxième cohorte de patients qui a le nouveau traitement. Puis on va comparer l'efficacité des deux. Et bien ça peut prendre beaucoup de temps, surtout quand on a besoin d'inclure, c'est-à-dire de recruter, par exemple, plusieurs centaines ou parfois des milliers de patients. Et bien maintenant, avec de l'IA, c'est pas encore totalement mûr, mais ça va arriver dans les années qui viennent. On a l'arrivée notamment de bras synthétiques. C'est-à-dire qu'au lieu de recruter 200 patients, vous allez avoir besoin de seulement 100 patients. Et puis les 100 autres, ils vont être synthétiques, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu virtualisés par de l'IA. Et on va pouvoir comparer de cette façon-là et donc gagner beaucoup de temps. Ça, c'est une première application. Et puis en amont de ça, sur le développement même des molécules, là, l'IA, vous savez, est majeure. On a déjà AlphaFold, qui est une IA qui permet de prédire la conformation des protéines, qui est extrêmement puissante. Et on a des IA qui maintenant permettent de créer véritablement des nouvelles molécules de traitement. Il y a des phases là, cliniques qui explorent des médicaments qui ont été inventés de toutes pièces par de l'IA. Donc c'est plus la science-fiction, ça arrive vraiment là. Quand on est confronté à des patients, est-ce que vous avez noté un changement de mentalité entre les patients que vous rencontriez il y a une quinzaine d'années et ceux que vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce que la vision du cancer a changé dans la population? Alors, je débutais vraiment il y a 15 ans. Je suis pas sûre. Je pense que les patients sont plus informés, ils sont plus curieux. Alors, ce qui peut être une épée à double tranchant, parce que beaucoup de ce qu'ils vont aller trouver sur l'Internet ne va pas forcément être vrai ou véridique. Mais je dirais que les patients sont plus informés et sont plus prêts à se battre contre leur cancer. Je trouve qu'ils sont plus impliqués dans leur maladie. Et d'ailleurs, ça c'est important parce une patiente ne doit pas que subir. Et on a beau parler de haute technologie, de moyens très techniques, le fait est qu'à l'ASCO cette année, on a vu des résultats sur l'utilisation d'un programme structuré d'exercice physique. Voilà, c'est tout. En post-opératoire chez des patients opérés du côlon. Purement physique. Purement de l'exercice physique. Oui, bien structuré versus juste un peu d'informations sur le bénéfice de l'exercice. Eh bien, en fait,
ça aide d'avoir un programme d'exercice structuré. Et ça, je pense que c'est important parce que ça veut dire que les patients peuvent faire quelque chose. Et de donner un pouvoir aux patients de prendre en charge, eux aussi, une partie de leur guérison avec quelque chose qui n'est pas cher, qui est disponible à travers le monde entier, eh bien, je trouve que c'est aussi un message qui est important. Jean-Emmanuel Bibaud, les patients ont moins peur du cancer? Alors, deux choses importantes à dire là-dessus. D'abord, je pense qu'il persiste une stigmatisation, on va dire, des personnes qui ont un cancer. Même si on a de plus en plus de personnes, entre guillemets, célèbres ou connues qui en parlent, qui s'ouvrent là-dessus, c'est sans doute encore une maladie qui est trop stigmatisante, malheureusement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un peu honteuse, quoi. Entre guillemets, ouais, alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucune raison, bien évidemment. Deuxième point, et ça, c'est un phénomène beaucoup plus récent. Effectivement, quand Google est arrivé, on va dire, beaucoup de patients passaient du temps sur Google et récoltaient des informations qui n'étaient pas forcément toujours adaptées à leur cas et parfois même anxiogènes, voire négatives. Là, ce qu'on est en train de voir, et ça je le vois en consultation concrètement, il y a des patients qui maintenant s'informent non plus via Google mais via ChatGPT ou équivalent, pour ne pas donner de nom, et qui me disent eux-mêmes, oui, en fait, avant Google me faisait peur, maintenant j'ai une information qui est vraiment beaucoup plus centrée sur mon cas à moi et qui me fait beaucoup moins peur, et surtout, une capacité à mieux comprendre parce que je peux lui poser des questions de façon dynamique et avoir une réponse adaptée. Et donc, je n'encourage pas spécialement à aller voir ChatGPT pour sa propre maladie, mais il y a un changement d'utilisation qui, à mon avis, correspond à... moins passif. Moins passif et aussi plus interactif. Et on peut vraiment poser des questions à l'infini si on a envie. Et donc ça, c'est plutôt rassurant et je pense que ça va favoriser et participer à améliorer l'information des patients qui est vraiment très, très importante. Alors, la lutte contre les cancers, c'est également un enjeu économique. C'est devenu un marché pour les laboratoires qui étaient présents à Chicago. Les dépenses en cancérologie ont été de plus de 220 milliards de dollars l'an dernier. Et un bureau d'études s'est projeté dans le futur et parle de plus de 400 milliards de dépenses en 2028. Pourquoi ces dépenses s'accélèrent à ce point-là? C'est la recherche qui coûte plus cher, c'est les médicaments qui coûtent plus cher, c'est les traitements qui sont plus coûteux? Alors, les traitements coûtent assez cher. L'immunothérapie, on sait que ça coûte cher, entre guillemets. Mais ça me permet de rappeler ce qu'on vient de dire, notamment sur le résultat de certaines choses qui ne coûtent pas cher. Donc, typiquement, l'activité physique. C'est l'étude Challenge qui a été mentionnée par Alexandra juste avant. On fait de l'activité physique après un cancer du côlon, on diminue de 30% son risque de décéder. Donc, c'est monstrueux, ça coûte pas cher. Deuxième aspect, une autre étude qui a comparé le moment où on fait l'immunothérapie dans la journée, avant ou après 3 heures de l'après-midi. Les gens qui l'ont au début de la journée ont une bien meilleure efficacité. Donc il y a plein de choses qui coûtent pas cher aussi. Une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche qu'effectivement le coût global de cette médecine-là est plutôt en train d'augmenter. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au début. On n'est pas bon là-dessus, mais il faudrait qu'on soit bien meilleur sur la prévention, sur les programmes de dépistage, parce qu'on sait que lorsqu'on dépiste une maladie à un stade très précoce, c'est beaucoup plus facile à guérir qu'à un stade métastatique. On va revenir sur le dépistage. Je voudrais juste savoir si les chiffres que je viens d'évoquer là, ça donne une idée réaliste de la taille du marché. Est-ce que, d'ici 2028, 400 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Non. Et il faut savoir que pour faire aboutir un médicament et qu'il arrive chez le patient ou la patiente, il y a toute une phase de développement dont beaucoup de médicaments qui, en cours de phase de développement, n'aboutissent jamais. Et donc là, il y a une énorme perte de chance ou de perte d'argent parce que la plupart des médicaments qui sont lancés, en fait, n'aboutiront jamais chez le ou la patiente parce qu'ils ne sont pas assez efficaces ou trop toxiques, etc. Donc ça, pour moi, ça a deux messages. Un, c'est qu'il faut focaliser sur la prévention plutôt que de traiter en 5e ligne. Et deux, penser qu'il y a aussi des moyens un peu moins chers. C'est-à-dire qu'il y avait une étude à l'ASCO cette année, mais il y a eu plusieurs études par un groupe similaire publiées qui démontrent que parfois un médicament utilisé à moitié dose, voire un dixième de la dose, est aussi efficace. En Inde, où ils ont des cancers comme nous on en a, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, eh bien, ils font des études très pragmatiques où ils essaient une immunothérapie à un dixième de la dose qui a été développée. Parce qu'en fait, la dose de certaines thérapies un peu moins toxiques, comme les immunothérapies, elles sont choisies de manière un petit peu aléatoire parce qu'elles ne sont pas très toxiques. Et en fait, en microdosant, on peut avoir la même efficacité. Et à la même efficacité, à un dixième du coût. Et donc, il faut aussi que nous, en tant que scientifiques, on soit responsables et qu'on essaye de réfléchir. Bon, on veut essayer d'avoir l'accès à l'innovation pour un maximum de personnes,
pas que dans des pays ultra développés ou des centres d'excellence, mais également à travers le monde entier et dans tous les contextes cliniques. Et donc, c'est à nous de réfléchir à ce qu'on appelle des essais pragmatiques, qui sont comment apporter une innovation de manière plus on va dire, égalitaire. Et donc, ces études qui comparent toutes les 3 semaines à toutes les 6 semaines, ou la dose complète à 1/10 de la dose, bien, ça permet de faire aussi des progrès en étant peut-être un peu plus responsable d'un point de vue économique. A priori, les laboratoires, eux, sont pas là pour faire de la charité, mais ils ont de grands appétits. Ils achètent, ils rachètent, ils financent des biotech spécialisées. Est-ce que c'est... J'ai envie de dire, est-ce que c'est une bonne chose que les laboratoires investissent dans des biotech qui sont en général très efficaces? Donc, évidemment qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas faire avancer la recherche contre le cancer sans travailler ensemble. Donc, il est évident qu'on continue de travailler avec eux. On a des collaborations avec des essais cliniques à travers le monde entier. Et parfois, on travaille avec eux même en début de développement. La molécule n'est même pas encore chez l'humain et on travaille avec eux pour mieux assortir leurs médicaments aux bons patients grâce à des biomarqueurs qu'on peut trouver dans le sang ou dans la tumeur. Donc, c'est une alliance. C'est une alliance raisonnée. Quelles sont vos relations avec les laboratoires, Jean-Emmanuel? On a le même type de relation, c'est-à-dire qu'on a des essais cliniques en cours, multicentriques, qui sont parfois financés par les laboratoires. Hein. Mais derrière, l'intérêt, c'est que les patients ont leur pronostic qui est amélioré. Donc c'est vrai qu'on a parfois l'impression, quand on écoute le débat public, que la science n'avance pas assez vite, qu'elle coûte trop cher, que les médicaments coûtent trop cher. Mais il faut réaliser la complexité, à quel point c'est difficile de faire avancer la science et de créer des nouveaux médicaments. On n'est pas comme ça avec une liste de médicaments sous les yeux et puis on pointe du doigt un médicament au hasard. Non, c'est très complexe et donc cette complexité, évidemment, elle demande effectivement des moyens importants. Il y a sans doute une réflexion à mener sur comment on finance ça et comment on fait pour, par exemple, négocier les prix des médicaments au niveau européen, etc. Et vous pensez que les laboratoires, eux, seraient d'accord pour justement ouvrir peut-être un petit peu plus les cordons de la bourse et accepter que leurs médicaments, parfois, aillent dans le domaine public? Parce que c'est aussi leur marge qui est en jeu. Alors les médicaments, ils vont déjà dans le domaine public en général au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, voilà. Donc ça représente déjà pour une certaine perte, entre guillemets. Mais bon, une fois de plus, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue plus au niveau de l'achat du médicament au moment où il est mis sur le marché. Il y a peut-être des négociations à faire européennes. Et là c'est plutôt les politiques qui devraient intervenir, c'est ça? Nous, on a peu à voir dans ce discours, donc oui. Il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vous ne rémunérez pas assez ces laboratoires-là, il n'y aura pas d'innovation. Il faut être conscient de ça aussi. Et à l'inverse, si vous payez trop cher, le système n'est pas tenable. Donc il y a une négociation, il y a un équilibre à tenir entre les deux. Alors vous l'avez évoqué avec les exercices physiques, on a beaucoup parlé à l'ASCO des soins de support, comment gérer les séquelles des cancers, comment réduire l'impact sur la qualité de vie. Quelle piste est-ce qu'il faut explorer dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut avoir de la télésurveillance? Est-ce qu'il faut avoir des montres connectées? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, déjà qu'on s'intéresse à l'après-cancer est une bonne chose. Pendant des années, on ne se souciait que des toxicités aiguës des traitements qu'on donnait. Aujourd'hui, quand même, grâce à une amélioration de la survie, on commence à s'intéresser aux toxicités à long terme. Ce qui, pour moi, est déjà un premier bon message. Et résultat, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qu'on a, qui sont comme des outils effectivement connectés, des systèmes sur un téléphone portable pour pouvoir suivre les patients, parce que nous, en tant que médecins, on ne va pas avoir le temps de faire un suivi personnalisé pour tous nos patients. Et donc, on va devoir s'appuyer sur d'autres outils. Ça va être des outils connectés, ça peut être des infirmières en pratique avancée qui vont nous aider également pour vraiment faire un suivi et améliorer à long terme les séquelles qui peuvent être des neurotoxicités, des toxicités cognitives, des toxicités plutôt d'ordre sexuel, enfin plein de toxicités à long terme qu'il faut qu'on essaye de corriger, parce que si on a guéri un patient d'un cancer mais que leur qualité de vie est très nettement impactée, on n'a pas entièrement bien fait notre travail. Jean-Emmanuel Biveau, votre réflexion sur ces pistes-là? Donc une fois de plus, la médecine, elle est pour l'instant très concentrée effectivement sur le médicament. Et elle n'est pas... La médecine occidentale, voilà, vous voulez occidentale, ouais, si vous voulez. Et elle n'est pas très très forte sur le reste. Alors le reste, c'est quoi? Et c'est important. Il y a la prise en charge évidemment psychologique,
qui est majeur. On peut parler de musicothérapie ou de ce genre de choses-là. On peut aussi parler de la prise en charge nutritionnelle, qui est absolument majeure. Il y a encore eu aussi d'ailleurs une étude à l'ASCO sur le risque de récidive en fonction de ce que vous mangez. Et donc certains aliments sont plutôt mauvais pour ce genre de choses-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est, donc on l'a déjà dit, activité physique adaptée, qui est majeure. La difficulté avec ce domaine-là, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la médecine intégrative, c'est-à-dire faire des choses hors du médicament, hors de la médecine classique, c'est qu'on est très souvent confronté à la frontière avec les choses qui sont pas démontrées, qui sont un peu quasi ésotériques. Et c'est très difficile de faire la part des choses et de limiter ça. Pourquoi c'est important de le faire, ceci dit? Parce que dès que vous allez aller dans les choses qui sont quasi ésotériques, ou on va dire qui sortent complètement du champ de la médecine occidentale pour le coup, et ben au-delà de l'inefficacité potentielle de ces choses-là et de leur coût financier, de leur toxicité financière pour les patients, ils pourraient aussi par exemple diminuer l'efficacité des traitements qui eux fonctionnent. Donc on est toujours à jouer sur ce fil du rasoir entre ces interventions qui sont importantes, je les ai citées déjà, et puis les autres choses qui sont de plus en plus à la mode, mais qui en fait n'ont pas fait vraiment la preuve de leur efficacité, qui même parfois seraient potentiellement nocives. Et donc ça, c'est difficile de faire cette part des choses. Vous avez déjà été confronté à ce genre de pratiques quasi ésotériques qui se rapprochent de vos patients? Alors il arrive effectivement que nos patients nous disent je vais prendre un régime spécial qui va diminuer les toxicités de mon traitement. Je leur dis, c'est un régime si vous choisissez ce que vous mangez. Non, j'ai des suppléments qui me sont envoyés par la poste. À partir du moment où ils ont trouvé ça sur l'Internet, et je leur dis, c'est gratuit ou c'est payant? C'est payant. Là, je leur dis toujours, vous m'apportez tout. Et en général, je le contre-indique, à moins que je sois vraiment au courant de ce que c'est. Dans la plupart des cas, je ne peux pas leur dire que ça ne va pas interférer avec leur traitement. Et aujourd'hui, lors du traitement, ça, c'est la priorité. C'est quoi le rôle des autorités publiques dans le dépistage? Parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Est-ce que vous trouvez que les politiques, en général, sont bien menées en matière de dépistage qui permettrait justement peut-être de limiter le coût de la maladie sur la société? Alors, le dépistage, on l'a dit au début, mais il est absolument majeur. Et malheureusement, il est relativement peu fait, entre guillemets. Par exemple, si on prend le cancer du sein, dépistage de mammographie pour les patientes entre 50 et 74 ans, et que 60% des personnes qui devraient le faire, qui le font. Donc c'est à peine plus que la moitié. Il y a 40% pardon, des personnes potentiellement concernées qui, elles, sont dans une sorte de nébuleuse et dont on ne sait pas si, oui ou non, elles vont développer un cancer. Voilà. Alors pourquoi il y a ces 40%-là? C'est pas une question de leur jeter la pierre, c'est plutôt de comprendre pourquoi ça. Pourquoi ça? Probablement qu'il y a des facteurs intrinsèques. Donc typiquement la peur qu'on peut avoir d'avoir un cancer, on peut faire l'autruche, la douleur qu'une mammographie peut représenter, et puis il y a des facteurs extrinsèques sur lesquels nous on peut travailler, typiquement les délais d'accès à une mammographie. Donc ça, on sait que c'est pas non plus parfait sur toute la France, et on pourrait sensiblement améliorer ça. Alors ça a un coût évidemment, mais une fois de plus avec l'IA, on pourrait sensiblement diminuer les délais et le coût d'une mammographie, puisqu'il y a de plus en plus d'études qui comparent une lecture humaine à une lecture faite par une IA, et qui montrent que l'IA fait aussi bien que l'humain en à peu près 2 fois moins de temps. Donc il y a des pistes quand même. Alors, Alexandra Léry, vous êtes à la tête, vous êtes chef adjointe du département de médecine oncologique à Gustave-Roussy. Vous êtes spécialiste des cancers gynécologiques. Vous avez l'impression que les patientes, que la population est suffisamment alertée sur les risques des cancers en France? Alors ça va varier d'un cancer à l'autre. Il y a des cancers où, grâce à une mobilisation parfois initiée par des gens qui étaient célèbres, ou par leur fréquence, quelque chose comme les cancers du sein, il y a une très bonne communication et il y a un bon lobby des patientes qui fait qu'il y a quand même un degré d'information sur le risque du cancer du sein, le dépistage, même s'il est loin d'être parfait, et je rejoins mon collègue là-dessus. Et puis d'autres cancers dont on parle beaucoup moins. Comme les cancers gynéco en font partie parce que c'est lié à l'intimité. Et donc c'est quelque chose qui est un peu un sujet tabou. Je pense que Angelina Jolie, quand elle a annoncé qu'elle était porteuse d'une mutation qui la mettait à risque et de cancer du sein et de cancer de l'ovaire, et qu'elle a pris des mesures préventives des deux côtés, ça a quand même aidé. Ça a déstigmatisé peut-être un petit peu. Ça a déstigmatisé, mais est-ce que ça n'a pas en même temps fait un peu peur? Parce qu'elle est arrivée à des cas qu'on pourrait qualifier d'extrême quand même. Ablation des seins, c'est pas rien pour une femme.
C'est pas rien et c'est pas son seul choix parce qu'on sait qu'on peut aussi faire un dépistage une surveillance très rapprochée qui est également très efficace. Et ça, c'est vraiment le choix de chaque femme. Il y a des femmes pour qui l'idée d'attendre le prochain examen de surveillance est anxiogène et elle se dit je préfère ne pas prendre ce risque d'avoir un petit cancer détecté et plutôt faire une ablation. Et pour d'autres femmes, une ablation en l'absence de cancer semble un geste qui est trop brutal. Et donc ça, c'est un choix qui est entièrement personnel et les deux sont justifiés. Donc une maladie intime, personnelle et avec des choix qui sont tout aussi personnels. Oui, mais pour le dépistage, il faudrait réussir à aller un peu au-delà de ça. Parce que c'est vraiment important, notamment je pense aussi au cancer du côlon. On n'en parle pas non plus là très souvent, mais sauf pour le mois de mars, parce que c'est le mois du dépistage du côlon. Mais c'est majeur, c'est absolument majeur de faire ce dépistage-là, parce que quand on a un petit polype, on le résèque et c'est terminé. Mais par contre, si on le laisse X années, il va dégénérer en cancer. Et donc, il y a vraiment cette notion-là de l'utilité du dépistage. Et puis, même si c'est pas forcément toujours des examens très agréables, il vaut mieux faire cet examen-là que d'avoir cette maladie-là 5 ans plus tard. Alors, on a vu qu'il y a des avancées, mais en préparant cette émission, j'ai appris qu'en moins de 15 ans, l'incidence du cancer du poumon a augmenté chez les femmes. Pourquoi ? Comment ça s'explique ? En fait, c'est simplement lié au décalage de la consommation de tabac. C'est-à-dire qu'initialement, c'était les hommes qui fumaient et assez peu les femmes. Et puis, avec les stratégies marketing, les femmes se sont mises à fumer. Donc, mais quand vous parlez de décalage, c'est décalage dans le temps, carrément. Voilà, exactement. Et donc, vous savez qu'entre le moment où on est exposé à un toxique et le moment où on en subit, entre guillemets, les conséquences, donc le tabac et le cancer du poumon, entre autres, on peut rappeler d'ailleurs que le cancer du poumon n'est pas la seule conséquence du tabagisme chronique. Il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, ce décalage se voit épidémiologiquement. Et là, on est en train de voir peut-être, on va dire, le dessus de la crête. C'est-à-dire que peut-être qu'on est en train de revoir la prévalence qui rediminue un petit peu, y compris chez les femmes, grâce aux politiques de santé publique et surtout à la diminution de la consommation. Vous en voyez beaucoup plus de femmes avec un cancer du poumon arriver dans votre service ? Alors, on en voit plus qu'avant. On en voit aussi des plus jeunes, mais à nouveau, ça, c'est quelque chose qui est un peu uniforme à travers plusieurs des cancers. Et donc, on espère qu'on est arrivé au sommet et qu'on va pouvoir enfin voir une décroissance. Si vous aviez un message à faire passer à la population concernant la lutte contre le cancer, ce serait quoi, concrètement ? De rester optimiste, qu'on continue d'essayer de faire avancer les choses, et de ne pas hésiter à consulter en cas de symptômes, et de faire le dépistage qui est possible. Parce que je rappelle que pas tous les cancers, aujourd'hui, on sait les dépister. Donc, on a donné l'exemple du sein, du côlon, du col de l'utérus. Là, on sait bien les dépister. Pour d'autres cancers, on n'a pas encore de stratégie adaptée. Et d'ailleurs, je me permets de mentionner, on a un programme de recherche qui s'appelle Interception à Gustave aussi, qui est vraiment un programme pour essayer de développer des programmes de dépistage personnalisés pour qu'on puisse justement dépister plus de cancers et vraiment faire un dépistage adapté au risque de chaque personne. Parce que c'est vraiment là où on doit aller. On veut éliminer le cancer, pas mieux le traiter. Vraiment. Un message ? Le message, c'est un message vraiment de prévention. Il y a des choses simples qu'on peut faire pour vraiment diminuer son risque. Sans culpabilité, arrêtez de fumer. Prenez de l'aide pour arrêter de fumer si vous n'y arrivez pas, c'est possible. Ne buvez pas trop d'alcool. Faites de l'activité physique, on l'a dit là beaucoup ce matin, mais c'est majeur, absolument majeur. Essayez de maintenir votre poids, on va dire, dans une zone normale, si tant est que la normalité soit claire. Et puis, évitez de manger de la nourriture trop transformée. Ça aussi, c'est très important. Et ça a été remontré aussi à l'ASCO. Trop de viande rouge aussi, donc pas mal de choses. Mais tout ce que je dis là, on a l'impression que en fait, c'est impossible à faire parce que ça veut dire qu'on vit plus. Mais si on peut complètement vivre, toute une question de dose. Éviter les excès. Sauf pour le tabac, il n'y a pas de dose, il faut tout arrêter. Mais pour tout le reste, vous pouvez faire un petit peu en quantité raisonnable et vous pouvez tout à fait vivre en diminuant vraiment votre risque de cancer de façon globale. Donc on peut être en bonne santé en étant raisonnable. Oui. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Bibeau, médecin, chercheur en cancérologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Équateur, Cancer confidentiel. Et merci Alexandra Liré, oncologue, spécialiste des cancers gynécologiques et chef adjointe du département de médecine oncologique à Gustave Roussy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, l'information continue sur France 24. L'océan est plus que jamais en danger. Surpêche,
élévation du niveau de la mer, remise en cause de la science. Nous n'avons plus le temps d'attendre. La France et le Costa Rica réunissent des dizaines de chefs d'État à Nice pour agir avant qu'il ne soit trop tard.